3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi qui encore une fois sera synonyme de coast to coast sur cette chaîne YouTube. Et oui, lundi soir sur Twitch, vous avez été très clair, vous vouliez que je parle de Zion Williamson, et c'est vrai que tous les mystères qui entourent ce joueur sont nombreux. Est-ce la saison ou jamais pour lui? Peut-il revenir en forme ou à bon niveau? Et si oui, jusqu'où les Pelicans peuvent aller avec son apport? Tout ça, ça en fait des questions, et justement aujourd'hui nous allons tenter d'y répondre de la manière la plus précise possible. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Zion Williamson est-il la pièce manquante du puzzle des Pelicans? Bon, son parcours à Zion, je ne vais pas non plus m'attarder pendant des heures dessus. Non seulement, à force, on le connaît, mais en plus de ça, surtout depuis son arrivée en NBA, il n'y a pas des milliers de choses à dire non plus. Le mec, en sortant de Duke, était un véritable phénomène athlétique, considéré comme un futur crack et destiné à dominer la NBA. Logiquement choisi numéro 1 lors de la draft 2019, il a depuis malheureusement enchaîné les blessures, qui ne lui ont permis que de jouer 85 petits matchs sur ses 2 premières campagnes dans la Grande Ligue. Oui, c'est très peu. Au cœur des préoccupations pendant ce temps-là, son poids, qui fait le yo-yo, mais son hygiène de vie, qui est régulièrement considérée comme douteuse. Résultat, que ce soit en lien ou pas avec ça, depuis sa draft, une déchirure du ménisque, une fracture au pied et plusieurs blessures à la main. Ça pique, ça aussi ça fait beaucoup. Pour faire simple, le mec est juste un abonné à l'infirmerie et à la salle d'opération. This is going to require some serious surgery. Ce qui est dommage, c'est qu'entre ces différents passages à l'hosto, ce qu'a montré l'ailier fort sur un terrain de basket était très intéressant. Tourner à 27 points de moyenne, à plus de 60% au tir et y ajouter plus de 7 rebonds tout en terminant sélectionné au All-Star Game, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire pour un sophomore, et il n'y a pas de doute, quand Zion est en bonne santé, il est un monstre. Le problème, c'est qu'après cette campagne ultra spectaculaire, nous n'avons pas pu revoir le phénomène sur un terrain de basket, et sa saison 2021-2022 s'est avérée devenir complètement blanche. Pendant ce temps, beaucoup d'images de lui ont fuité, démontrant tout et son contraire. Un coup, il paraissait hors de forme et complètement inapte à la pratique du basket, d'autres fois, il semblait hyper fit et prêt à rechausser les sneakers. Et si tout le monde n'avait qu'une hâte, celle de le revoir au plus vite, cela n'a finalement pas été possible, les Pels ayant préféré prendre un max de précautions avec lui. Alors oui, ok, tout ça c'est frustrant, mais vu comment le futur de l'équipe est potentiellement lié au futur de Zion, avec un peu de recul, je trouve que c'est plutôt facile de les comprendre, ne prendre aucun risque. De son côté, l'ailier fort également a essayé de se montrer le plus discret possible pour tenter de se préparer dans son coin, mais ça aussi, ça a fait parler les bavards. Pour certains, l'ailier fort n'était absolument pas impliqué dans sa franchise des Pels, il se laissait aller en attendant la fin de son contrat, et potentiellement la possibilité d'atterrir dans un gros marché. Les raccourcis étaient faciles, mais ils étaient très nombreux, et inévitablement, ce genre de conclusion est passé par la tête de beaucoup de fans. En revanche, ce que je retiendrai, c'est que juste après l'élimination de sa team en play-off l'an dernier, dans son discours, il a largement rassuré. Il expliquait être super hypé par les performances de ses coéquipiers, et annonçait n'avoir qu'une envie, retrouver les parquets avec eux au plus vite, mais aussi sur le long terme, en signant sa prolongation le plus rapidement possible. Tous ceux qui l'imaginaient prendre dès qu'il le pourrait la direction de New York, par exemple, n'avaient plus vraiment d'eau à apporter à leur moulin. Et si encore une fois le fait de ne pas avoir salué CJ McCollum à son arrivée et de lui souhaiter la bienvenue comme le veut la tradition a encore fait parler dans le mauvais sens, pour moi c'était plus lié à de la maladresse qu'à autre chose. Et ce que je retiendrai surtout, c'est que même orpheline de Zion, cette équipe des Pelicans roulait très bien. Malgré un départ catastrophique de chez catastrophique juste après la nomination de Willie Green en tant que coach rookie, qui les a menés à entamer la saison par un bilan de 3 victoires pour 16 défaites, l'équipe a continué à lutter pour passer finalement par les 2 étapes du play-in, vaincre les Spurs, puis les Clippers et se qualifier pour la post-season avec le seed 8. Là-dessus, à mon avis, il est essentiel de mettre en lumière le travail du jeune coach, qui a réussi à souder son effectif, mais aussi à intégrer comme il faut, et pour le mieux, des recrues comme CJ McCollum et Larry Nance Jr. Ces 2 arrivées ont été de grande valeur, mais je veux les lier aussi à l'excellente saison de Brandon Ingram, mais également à l'explosion littérale du rookie Herb Jones, qui ont permis à tous ce revirement de situation en Louisiane. Ajoutons à ça la très bonne intégration de Jonas Valanciunas au début de la saison dernière, au sein de cette équipe qui définitivement jouait un très beau basket, et des pièces, on commence à en avoir déjà un bon petit paquet pour construire notre puzzle. Et encore là, je n'ai même pas évoqué José Alvarado ou Trey Murphy III, qui tous deux également firent une saison rookie de haut vol du côté de Nola.
Non, franchement, le talent est présent dans cette équipe des Pelicans, et le roster affiche un bon équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi un bon mix entre la jeunesse et l'expérience. Tout ça, ça fait vraiment de bonnes bases pour fonctionner. Et fonctionner d'ailleurs, ils l'ont fait en playoff, alors que tout le monde imaginait que les Suns, si bons en régulière, n'allaient faire qu'une bouchée de cette équipe qui paraissait un peu tendre, ce ne fut pas le cas. Même si Phoenix finit par se qualifier, il faut tout de même souligner la très bonne résistance de leurs adversaires du premier tour, portés par un super Ingram qui luttèrent jusqu'à les pousser vers un match 6. Et là, les conclusions et les projets quant à l'avenir devenaient forcément plutôt optimistes concernant les volatiles. À la fois, le potentiel semblait flagrant, mais en même temps, l'équipe semblait également capable de gagner dans le présent, et encore plus en rajoutant une pièce comme Zion. En le mettant dans l'équation, si ce dernier retrouve le niveau de sa saison sophomore, les Pels pourraient devenir alors la grosse cote de la NBA l'an prochain, pour le plus grand plaisir des fans du monde entier, jusque dans les pubs irlandais. Puis en plus de ça, ils ne sont pas les seuls, dans la mesure où la NBA également semble placer beaucoup d'espoir dans cette équipe, vu que pour la saison qui arrive, la Ligue a décidé de les diffuser pas moins de 18 fois sur la télé nationale, ce qui prouve qu'actuellement, même sans Zion ou sans certitude le concernant, il y a une vraie hype autour de la team. Ajoutons à ça que ce roster fraîchement assemblé aura l'occasion pour la première fois de travailler tous ensemble en groupe lors du training camp, et là on comprend de plus en plus pourquoi le buzz est réellement présent. Comme l'a beaucoup répété McCollum depuis son arrivée à Nola, que ce soit dans les tribunes du Smoothie King Center ou encore en centre-ville, partout on peut ressentir l'énergie des fans, qui tous semblent prêts à ce que quelque chose de spécial puisse arriver. Mais pour que ça ait lieu, il n'y aura pas de raccourci, à mon avis. Il faudra absolument compter sur un Zion Williamson à 100% de ses moyens. Voilà pourquoi les Pelicans n'ont pas hésité à lui proposer une prolongation de contrat cet été. Le deal fut rapidement signé le jour de ses 22 ans, pour un montant max équivalent à 193 millions sur 5 ans, qui pourrait même atteindre les 231 en cas d'élection dans une team All-NBA, voire même de trophée de MVP ou de Depoy. L'ailier fort peut donc toucher près de 40 millions de bonus s'il performe, et là-dessus, il n'y a aucun doute. Sur le terrain, il sera attendu de pied ferme, mais il a de bonnes raisons pour remplir ses objectifs. Du coup, comme ça se fait à chaque fois qu'un tel deal est signé, beaucoup de médias, mais aussi beaucoup de fans ont donné leur avis quant à ce contrat. Si les points de vue sont divers et souvent extrêmes, notamment sur les réseaux, j'ai beaucoup apprécié l'étude de 538 qui a été publiée il y a quelques semaines. Selon eux, au vu de ce qu'il a produit jusque-là, et en comparant les chiffres avec tous les autres contrats signés par des rookies dernièrement, Zion ne mériterait que 18 millions par saison, soit moitié moins que ce qu'il va toucher. Comme conclusion, c'est violent, et tout ça est largement dû au très faible nombre de matchs qu'il a disputés en 3 ans. C'est quand même parlant. Et puis le fait qu'il soit considéré comme un défenseur médiocre et un passeur très moyen ont bien entendu largement pesé dans la balance, ça compte. En gros, les Pels, suite à ce contrat, pourraient ne pas obtenir le retour sur investissement attendu, et ça franchement ça a une vraie importance. Voilà pourquoi à Nola, ce risque, qui définitivement existe, on a essayé de le limiter au maximum, c'est logique. Et oui, pour le front office des Pelicans et pour le GM Trajan Langdon, c'était ok de se mouiller et de s'engager, mais tous ces risques, il fallait au moins un minimum les mesurer. C'est ainsi que, selon des sources proches de la ligue, il existe plusieurs clauses dans le contrat qu'a signé l'ailier fort. Il fallait des garanties à la franchise de Louisiane, c'est normal. En fait, pour être plus précis, il est prévu que le joueur soit régulièrement pesé, et la somme de son poids en pounds additionnée à son taux de masse graisseuse ne doit jamais dépasser les 295. En gros, si le joueur atteint 129 kg par exemple, il n'aura pas le droit de posséder plus de 10% de masse grasse, et plus son poids montera, plus ce taux demandé sera faible. S'il ne répond pas à ses attentes, la somme de dollars garantie sur son contrat, même si elle n'a pas été dévoilée, pourrait drastiquement diminuer, et donc Zion devra être précautionneux s'il veut tous ses billets verts. C'est pour ça que maintenant j'ai envie de m'intéresser un petit peu à sa forme actuelle, pour voir s'il correspond à peu près aux standards que vont lui demander les Pelicans. Aux dernières nouvelles, le Golgoth d'1m98 afficherait 128,8 kg sur la balance, et posséderait 10% de masse graisseuse. Pour faire simple, il est pile poil à la limite, et profiter trop de l'été pourrait avoir d'importantes conséquences financières pour Zion, et nul doute que ça, il en est conscient. Les rumeurs affirment qu'actuellement il travaille sur son corps, comme un forcené. Tout ça c'est cool, c'est enthousiasmant, mais arriver fit à la reprise ne suffira pas, cette forme physique il faudra la faire perdurer. Pour sa morphologie, et avec son métabolisme qui visiblement a tendance à prendre facilement du gras, ce sera probablement la mission la plus compliquée. Voilà pourquoi le joueur a récemment embauché Christian Green, natif de Louisiane et ancien candidat de Masterchef, pour tous les jours lui préparer les repas les plus complets et les plus équilibrés possibles, avec un mot d'ordre à respecter quotidiennement, la minceur. Pour ça, le cuistot a évidemment dû adapter ses menus, se servant largement de toutes les ressources qu'il avait sur place dans les bayous de Louisiane, et notamment tout ce qui était crevettes ou langoustes. Ça tombe bien, quand ils ne sont pas frits, les fruits de mer sont excellents pour le régime, et ce qui est plutôt cool, c'est que Zion, de ce qu'il se dit, raffole de ça. On l'a fait au barbecue,
bouillie, grillée, rôtie, sautée, t'as la crevette kebab, la crevette créole. Si Zion peut lier efficacité dans son régime et plaisir, le chef Christian ne va pas se priver, et de ce que j'ai lu, c'est exactement ce qu'il fait, fruit de mer tous les jours. Avoir un Williamson qui verra le fruit de son travail tout en avalant un maximum de choses qu'il aime semble être le meilleur moyen de le maintenir heureux et motivé, c'est super intéressant. Puis en vrai, les résultats sont déjà visibles, et sans être médecin ou diététicien, même si je suis conscient que la somme demandée sera importante, je suis sûr d'une chose. Perdre du poids sera forcément bénéfique pour les articulations de celui que l'on attend comme le futur Thanos. Sauf que soigner l'alimentation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En parallèle, il faut également bosser à la salle. Pour ça, encore une fois, Zion s'est entouré d'un spécialiste, du fitness, recommandé par les Pels, Jasper Bibbs, qui auparavant a passé 5 ans du côté du Jazz d'Utah, avant d'orienter sa carrière dans le développement et l'entraînement personnel des joueurs NBA. Et là, sur les photos récentes, même s'il faut toujours se méfier, le travail paraît plutôt efficace. Fort de son nouvel entourage en ce moment, l'ailier fort rassure beaucoup de monde, à commencer par son coach, Willie Green, qui est en lien étroit avec les diététiciens de son joueur et qui a de vrais objectifs le concernant pour la suite. Notre focus est avant tout qu'il soit dans la meilleure forme possible, qu'il soit fin, athlétique et qu'il soit encore en meilleure santé. Actuellement, il est déjà bien, mais il peut faire encore mieux et je fais confiance à Chef Christian pour qu'il ne lui donne pas de sucre. Là, comme je l'ai dit, il est déjà en forme et une fois que la saison commencera, ce sera encore mieux. À ce rythme-là, je le vois et je le crois, Zion va devenir le nouveau visage de la ligue une fois que LeBron James aura pris sa retraite. Ok, ça va loin, mais pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, le fait que Green se préoccupe de son joueur comme ça semble vraiment toucher Zion, qui a envie de tout donner pour lui. Dans son discours maintenant, c'est simple, les Pelicans représentent sa famille, et sa famille, il ne la laissera pas tomber, comme il ne laissera pas tomber la ville ni les fans. Déjà, c'est très cool. Mais le plus important, je pense, c'est qu'il ne se laisse pas tomber lui-même. Les enjeux sont bien trop importants. Bien sûr, l'ailier fort n'a pas pu passer au travers de toutes les critiques qui ont fusé dans les réseaux, et de ce qu'il se dit, ça l'a beaucoup touché. Aujourd'hui, il est conscient que son poids représente la clé, il bosse dur pour ça, s'est entouré comme il faut, et à chaque fois qu'il s'est présenté publiquement pendant l'été, son physique avait l'air redoutablement affûté. Pour ce genre de transformation, il faut s'investir, beaucoup s'investir, les efforts sont vraiment nombreux, et le mental est tout aussi important à mon sens que le travail physique mis en place. Et ce mental, on va l'aborder, mais avant ça, j'ai une question. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne YouTube? Là, on est sur la dernière ligne droite avant les 50 000, alors si ce n'est pas encore fait, go cliquer sur ce bouton rouge, j'ai besoin de vous. Mon objectif, c'était d'arriver à cette barre fin 2023, et là j'ai l'impression qu'on n'est plus à quelques semaines d'y arriver. Donc let's go, aidez-moi à aller toucher les étoiles. Jetez un coup d'œil dans ce périscope thromboscopique. Mais revenons à son mental, et là-dessus, en s'entourant comme il faut, en bossant quotidiennement et en soignant son alimentation, Zion semble avoir vraiment posé les bases, c'est un très bon point. Les clauses du contrat récemment signées représentent elles aussi une super carotte, très intéressante financièrement, et nul doute que ça devrait aider à tenir notre bon vieux Thanos. Néanmoins, malgré toute cette bonne volonté, et malgré le fait qu'il sera surveillé comme de l'huile sur le feu, perso, j'en attends encore plus. Plusieurs fois lors de sa saison sophomore sous Stan Van Gundy, l'ailier fort a semblé tirer la gueule, prendre peu de plaisir sur le terrain, et ne s'investir collectivement que quand il en avait envie, c'est-à-dire pas souvent. C'est justement concernant cette attitude que j'attends des progrès. Comme on l'a dit aussi, le bashing qu'il a subi et les critiques constantes sur son poids l'ont touché, et ça aurait pu lui porter un réel coup au moral. Pour des joueurs qui seraient plus faibles ou plus friables mentalement, ce genre d'expérience pourrait réellement être dévastateur. Charles Barkley et Shaquille O'Neal par exemple, pourtant deux bons clients de la malbouffe, n'y sont pas allés de main morte le concernant, c'était limite abusé même s'il y avait du vrai. Pourtant plusieurs fois, Zion a expliqué que ses prises de poids étaient dues à sa génétique, à sa morphologie, et n'étaient absolument pas liées à un manque de travail ou d'investissement. Là-dessus, pourquoi pas, je veux bien le croire, car on le sait, les aliments gras profitent bien mieux à certaines personnes qu'à d'autres, pour lesquelles faire un régime et perdre du poids demande des efforts beaucoup plus intenses. Williamson semble fait de ce bois-là, et même si pendant longtemps se maintenir sur la balance a semblé compliqué, désormais, aujourd'hui, il semble surmotivé à l'idée de faire taire les rageux, à l'image de son idole de toujours, Naruto. Ça m'est bien égal. De toute façon, il n'y a personne qui m'attend à la maison. Tout comme le ninja de Konoha, le Golgoth se sent incompris, et ça, il s'en sert comme d'une source de motivation. Il sait que quoi que disent les gens, il doit rester fidèle à qui il est, ne jamais lâcher ses objectifs des yeux, prendre des décisions difficiles, essuyer les critiques, faire mentir les mauvaises langues et atteindre les sommets qu'il vise. Le mec est à fond dans l'esprit shonen, mais impossible de lui reprocher ça. Bon après, vous connaissez, les haters sont là pour donner de la hate, les rageux sont là pour rager, et les trolls sont là pour troller. Là-dessus, le monde ne changera jamais. C'est ainsi qu'encore et encore, certains se sont moqués de Zion après sa déclare, refusant son
l'auto-comparaison avec Naruto et préférant le lier à Shoji, un personnage du manga très réputé pour son embonpoint et son amour de la bouffe. Et allez, même si c'était méchant et qu'il y avait sûrement pas mal d'abus là encore, je ne dois pas le cacher, j'ai quand même trouvé ça drôle. Quoi qu'il en soit, les haters n'ont pas été les seuls à surfer sur la vague Naruto, vu que même Nike a mis la main à la pâte. Et oui, concernant le business, la marque au swoosh sait de quoi elle parle, et dès le mois d'avril dernier, une gamme spéciale Zion Naruto a vu le jour dans les boutiques et a explosé les records de vente. Encore un bon coup pour Jordan d'un point de vue commercial. Mais bref, là on s'écarte du mental de Zion, alors revenons à son esprit shonen qui l'aide à se motiver et qui remplit les caisses de ses sponsors. Le joueur dans ses dernières interviews semble déterminé par l'idée de montrer qu'il est un winner. Bien sûr, un discours inverse aurait été surprenant, mais quand même là, vu le contexte, ses promesses semblent plus réelles que jamais. Aujourd'hui, au sein de ce roster New Look des Pelicans, l'ailier fort paraît persuadé de pouvoir s'épanouir. De nombreuses raisons le poussent à aller de l'avant, que ce soit son contrat, les dollars, ses coéquipiers, les résultats, les marques, ses haters, la ville de la Nouvelle-Orléans ou encore son coach Willie Green et son approche bien plus moderne que celle de Stan Van Gundy. Et là justement, je pense que le jeune tacticien aura un rôle super important, primordial, donner le rôle parfait qu'il faut à sa pépite Zion Williamson. Et pour analyser ce rôle, évoquons le genre de joueur qui était l'ailier fort à son arrivée dans la ligue à la sortie de Duke. Sa toute première qualité, après sa draft, clairement, c'était le jeu au poste, et sur sa saison rookie, en étant très bien servi dans la raquette par Lonzo Ball, il a très vite démontré que même si en NBA, on joue de moins en moins dos au panier, Zion, lui, pouvait enfoncer à peu près n'importe qui par sa puissance. À cette époque, c'était Alvin Gentry qui coachait, mais Stan Van Gundy, lors de son arrivée au début de la saison 2020-2021, avait encore bien des projets pour notre cher Thanos. Il a fait en sorte que ses stats deviennent folles, mais pour moi, Zion était limite over-utilisé, en étant le ball handler numéro 1 des Pels, celui qui appelait les pics, qui devait créer à la fois pour lui et pour les autres, et qui, malgré sa faible expérience en NBA, était tout simplement celui par qui tout devait partir, mais aussi tout devait finir. Autant il a fait des stats, on l'a dit, qui étaient complètement ouf, mais collectivement, franchement, ça n'a pas du tout suivi, et c'est peut-être ça le plus important. L'attaque des Pels était juste devenue l'une des plus prévisibles de tous les temps, et là je ne parle même pas de la défense, qui était catastrophique. Mais cette saison maintenant, tous les voyants semblent au vert pour que Williamson fasse ses grands débuts sous la houlette du coach Willie Green et sa philosophie de partage du ballon. Voilà pourquoi à mon avis il va falloir s'apprêter à voir quelque chose de nouveau, ou au moins de très différent de ce qu'il a fait avec Stan Van Gundy ou Alvin Gentry jusque-là. Parce que oui, je pense que l'ailier fort pourra profiter de la circulation de balles pour être plus libre, pour jouer davantage en mouvement. Il créera encore bien sûr, mais il profitera aussi de ce que peuvent produire ses coéquipiers, pour briller sur des cuts comme il sait si bien le faire, ou aller en contre-attaque et potentiellement profiter d'être lancé pour conclure sur des dunks dévastateurs. On va essayer de l'utiliser sur des match-ups favorables évidemment, et en fonction des qualités et des faiblesses de son adversaire, son jeu pourrait changer du tout au tout, match après match, voire même possession après possession. Ben oui, je me dis que le mec est quand même capable de faire tellement de choses que ce serait bien dommage de ne l'utiliser qu'à une seule sauce. L'idée c'est justement d'être imprévisible, alors pourquoi pas le faire mener sur une attaque, l'utiliser en post-up sur la suivante, puis le faire partir du corner pour une coupe sur celle d'encore après, tout en l'utilisant un maximum sur transition. Le mec est définitivement capable de faire tout ça, et ça correspond complètement au système de jeu de Willie Green. Brandon Ingram et CJ McCollum seront bien évidemment amenés à créer eux aussi, et vu les qualités de chacun de ces trois joueurs, l'attaque des Pels pourrait vraiment devenir dangereuse, un vrai monstre à trois têtes. Tout ça pourrait rendre cette attaque de Nola bien plus dure à stopper, et le jour où chaque membre du trio sera on fire, je n'aurai qu'à souhaiter du très bon courage à chacune des défenses qui les affronteront. Je suis peut-être trop enthousiaste concernant Willie Green, c'est vrai, mais de ce que j'ai vu, j'ai vraiment tendance à avoir confiance en lui, tout comme le front office des Pelicans, et même tout comme Zion himself de ce que j'ai pu lire. Alors c'est clair que Williamson ne mettra peut-être plus ses 27 points par match, mais si les Pels gagnent, qui s'en souciera de ça, des statistiques? Ce que je me dis aussi, c'est qu'en étant moins responsabilisé, en ayant moins de pression sur les épaules et en imaginant que les défenses ne pourront pas se focus que sur lui, il subira potentiellement moins de grosses fautes comme c'était le cas auparavant, lorsqu'il était constamment ciblé. Et qui dit moins de grosses fautes, dit également moins de blessures potentielles, c'est QFD. Perso, je suis un fervent défenseur du mouvement du ballon, et même si évidemment Zion Williamson sera amené à porter la gonfle, j'imagine une attaque bien plus fluide que celle que l'on a vue ces dernières années avec d'autres coachs du côté de la Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, autour de lui, l'ailier fort dispose d'armes beaucoup plus variées et complémentaires, et je suis persuadé que ce sera profitable à toute l'attaque des Pelicans. Mais là où je vais aller encore plus loin pour cette saison, c'est que je pense que Zion peut aussi être performant en défense. Fini d'être médiocre, il peut être correct et faire au moins le minimum. Et puis il faut aussi se rappeler que lorsqu'il était à Duke, il était bon en défense. Il était utilisé comme une force dominante dans la peinture, il mettait beaucoup de contres et personne ne le critiquait dans ce domaine. En plus d'avoir un ballon qui bouge et une attaque en mouvement, Willie Green est un coach qui donne beaucoup d'importance à ses principes défensifs, toujours élaborés de manière collective.
Et là je me dis qu'en étant entouré de gars comme Herb Jones, Larry Nance Jr. ou José Alvarado, le Golgoth verra probablement sa tâche bien facilitée de ce côté-là du terrain. Je pense qu'il sera moins ciblé, qu'il sera moins obligé de sortir, et qu'il pourra plus se concentrer sur sa qualité principale en défense, la protection de cercle. Si Williamson sert de tour de contrôle dans la peinture et que ses potes arrivent vraiment à orienter les porteurs de balles vers lui, croyez-moi, ça peut être dévastateur. Puis ce dont il faut être conscient, c'est que le roster des Pels s'est amplement transformé depuis la dernière fois que l'on a vu Thanos sur un terrain de basket. À l'intérieur, il formera avec Valanciunas une paire bien plus complémentaire qu'avec Adams en termes de spacing. Même si Lonzo Ball est un super playmaker, l'arrivée de CJ McCollum le soulagera encore plus à la création. Et comme on vient de le dire, en défense, il disposera autour de lui de joueurs bien plus agressifs et bien plus hargneux. Ajoutons à ça un Brandon Ingram qui semble encore avoir passé un cap, et tout ça c'est hyper enthousiasmant, non? Bon après, bien sûr, là je suis vraiment optimiste dans mon discours, et tout ça ressemble quand même de très près à un scénario idéal concernant Williamson et les Pelicans. Mais faut que je le dise de but en blanc, si ce monstre arrive fit et reste en forme pendant toute la saison, de réels objectifs semblent atteignables en Louisiane. Malheureusement, il existe un monde également où rien n'irait, et ce serait malhonnête de ma part de ne pas au moins l'évoquer. Cette année pourrait déjà représenter une saison charnière pour Williamson, et on peut objectivement se demander si déjà il ne serait pas en train de jouer sa dernière carte. Là, les dernières nouvelles ont été très claires. Zion est prêt à jouer, il a reçu tous les feux verts des médecins, et tout le monde n'a qu'une hâte, le voir à l'œuvre sur les parquets. S'il maintient ses efforts et son physique, je n'ai à peu près aucun doute sur le fait qu'il aura un impact immédiat dès qu'il revêtira le maillot de Nola. Là-dessus, je suis à peu près sûr de moi. En revanche, on dira quoi là, si d'ici 2-3 mois on le retrouve gonflé par la malbouffe, en difficulté pour jumper, pour courir, ou même pour se déplacer, comme on l'a déjà vu, et que rapidement il se repète en raison d'un poids trop élevé. Ça deviendra difficile de le défendre, non? Et là, même si je ne souhaite que le meilleur à Zion, il faut quand même rappeler qu'il n'a pas joué de match officiel depuis le 4 mai 2021. Ça commence à dater réellement. C'est sûrement dangereux d'attendre autant d'un gars qui, dans sa carrière, n'a encore jamais rien prouvé sur la durée et qui n'a pas joué depuis déjà plus de 16 mois. Si contrairement à certains, je n'ai à peu près aucun doute sur l'association Ingram-Zion, vu qu'ils ont déjà brillé ensemble. Par le passé, je ne peux par contre pas garantir qu'il ne se pètera pas et qu'il ne retournera pas à l'infirmerie. Il ne faut pas se leurrer, le mec a un jeu à risque, un métabolisme qui accumule facilement les lipides, un physique lourd et du coup un corps qui peut céder à tout moment, qu'il fasse des efforts ou non. Ça fait un peu flipper pour être honnête. Après, évidemment, il vient de signer un contrat de 5 ans et même s'il se blesse, des opportunités, il en aura d'autres, c'est certain. Néanmoins, même si ça peut paraître sévère, je pense bien que oui, Zion Williamson est en train de jouer sa dernière carte là pour qu'on le respecte définitivement. Si avec un gros travail estival, une alimentation saine, un énorme suivi, de la motivation, de la détermination, des coéquipiers qu'il soulage, un jeu qu'il protège et un contrat avec de grosses carottes à la clé, il n'arrive pas à rester ni en forme ni en bonne santé, il faudra se poser de réelles questions et il faudra peut-être même se rendre à l'évidence. Cela voudra potentiellement dire que posséder un tel physique avec un poids si important quand on mesure moins de 2 mètres est probablement incompatible avec l'intensité d'une saison NBA. Bon, nous n'en sommes pas du tout là, encore. Par contre, si cette année le joueur n'est pas capable de disputer plus de 40 matchs, j'aurais tendance à penser que son cas est définitivement désespéré. Pour moi, cette saison, son état de santé et sa forme physique seront bien plus importantes que ses performances et ses prestations sur le parquet. Et si dans ce domaine il ne rassure pas au moins un minimum, je vais avoir beaucoup, mais beaucoup de mal à continuer de croire au moins un petit peu en lui. Parce que là, oui, si on fait le bilan à l'heure actuelle, avec mon éternel optimisme, j'ai tendance à avoir confiance. L'équipe dispose de tout plein de talents des deux côtés du terrain, l'ambiance qui semble régner entre les joueurs paraît excellente et vous l'avez compris, je fais entièrement confiance au coach Willie Green. Je pense que ces Pels vont continuer à être très bien coachés. Cependant, peuvent-ils avoir de vraies ambitions sans Zion Williamson et espérer passer un tour de play-off? Non, je ne pense pas. J'adore Ingram, son talent semble sans limite, l'arrivée de McCollum a fait un bien fou, Herb Jones est probablement le rookie le plus sous-coté de la ligue et possède encore une marge de progression, Valanciunas fait son taf à merveille dans la peinture, Alvarado, le chouchou des fans, grâce à son côté teigne, il crève régulièrement l'écran, Larry Nance Jr. avec sa polyvalence des deux côtés du terrain apporte aussi de vraies certitudes, tout ça c'est très cool. Mais en vrai, même si tous ces gars performent au max de leur capacité, je ne suis pas du tout persuadé que ces Pelicans puissent rêver de jouer les premiers rôles à l'ouest. Par contre, avec un Zion qui répondrait parfaitement aux attentes, physiquement et mentalement, et qui serait performant sur le terrain, et qui ferait tout ce qu'il faut aussi en dehors, je pense que ça peut viser au moins un top 4 de la conférence. Surtout qu'ensuite, on le sait, en play-off, quand t'as l'avantage du terrain, ensuite
suite, tout est possible. Je ne vois pas vraiment de limite pour le moment pour cette équipe, avec le potentiel qu'elle a et les progrès que les joueurs pourraient faire. Donc pour répondre à ma question du jour, bien sûr que oui, Zion Williamson est la pièce manquante du puzzle des Pelicans. Néanmoins, comme on l'a déjà dit, il est peut-être bien en train de jouer sa dernière carte. Alors attention, s'il ne la pose pas comme il faut, ce puzzle pourrait ne jamais être complété. Voilà pour ce qui est de Zion Williamson, les Pelicans et la saison à venir, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast to coast. Vous y croyez à combien de pourcents, vous, un retour du Golgoth au plus haut niveau? 100%, 50%, 0%, 33,655%? Mettez-moi votre chiffre en commentaire, ça m'intéresse. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube. Et gros merci à tous ceux qui continuent de soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes la famille, vous aussi, comme les Pelicans avec Zion. Du coup, si vous aussi vous voulez rejoindre cette big family, vous inquiétez pas, toutes les infos seront dans la description. A très vite. Ну как, стали крупно решать.